moi, j'interviens au titre de l'Institut Agro Dijon, donc vous connaissez, qui s'appelait encore il n'y a pas très longtemps AgroSup Dijon, et qui s'appelait il y a encore pas très longtemps l'ENESAD, etc., etc. Alors maintenant, on est dans un grand établissement qui est entre Montpellier, Rennes, Angers et Dijon. Un tout petit truc. Qui dispose d'une mission, vous le savez, d'appui à l'enseignement technique agricole. Et mon travail, c'est de diriger cette mission de gens qui travaillent à... Bah, vous avez vu, Béatrice est intervenue tout à l'heure. Il y a Estelle Veuillereau, la directrice d'Éduterre Ingénierie. On travaille sur beaucoup de choses qui arrivent dans vos établissements. Vous ne le savez pas toujours, mais... Alors, on ne parle pas trop qu'on développe les systèmes d'information, parce qu'en général, quand on nous appelle, c'est qu'ils ne fonctionnent pas. Mais on écrit les diplômes, on fait des enquêtes d'insertion, on fait des livres, on fait des... D'ailleurs, où le monsieur qui est intervenu avant a participé tout à la rédaction. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Bon, ça, c'est pour vous expliquer le contexte dans lequel ça se passe. Alors, je voulais quand même réagir sur les interventions, parce que tout le monde cherche le mot de qu'est-ce qui contribue chez les jeunes. C'est un petit peu ce dont je vais parler, à faire qu'ils s'embarquent avec nous dans les... D'ailleurs, ça nous concerne aussi, dans les transitions agroécologiques. En fin de compte, le mot contemporain, qui est beaucoup travaillé par les chercheurs en sciences humaines, c'est expérience. Pas d'expérience, pas de transition. L'expérience, ça veut dire que le discours ne suffit pas pour que les transitions se mettent en place. Alors, vous allez me dire, ça n'a jamais existé. Si, si. Moi, quand j'étais à l'école, on me disait comment il fallait faire, enfin il y a très longtemps, vous imaginez, et puis on était sans doute plus dans l'exécution. Aujourd'hui, si les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs ne touchent pas la réalité de ce qu'on veut leur faire, voire des obstacles, comme disait un des intervenants précédents, on n'y arrive pas. Voilà, j'aurais bien aimé, en fin de compte, plutôt intervenir là-dessus, mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler. C'est dommage. Depuis 2021, a été développé, alors à l'initiative de la DRAF, de votre prédécesseur, et puis de l'Institut Agro Dijon, qui s'appelait AgroSup à l'époque, ce qu'on a appelé l'AgroSmart Campus. D'ailleurs, on a la chance, dans notre dernière réunion de l'AgroSmart Campus, on a eu la chance, en plus d'avoir beaucoup de monde, d'avoir le vice-président en charge de l'agriculture. Je lui mets un peu la pression pour qu'il vienne à chaque fois. Voilà, je ne sais pas si ça va être possible, mais... Voilà, alors pourquoi on a créé ça? Vous allez vous dire, qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Je pense que c'est ça que je vais vous exposer, et puis après, vous aurez... Ça fera un peu une rupture pédagogique, parce que les interventions les unes derrière les autres pourraient finir par vous fatiguer. On a filmé l'interview de 2 personnes que je vais vous présenter tout à l'heure. Cet AgroSmart Campus, il a 2 objectifs. Le premier, qui n'est pas forcément en lien avec votre thème d'aujourd'hui, c'est renforcer l'accès des apprenants de l'enseignement technique agricole, qu'il soit public ou privé, aux formations d'ingénieurs agro et agroalimentaires. On en a parlé la dernière fois, monsieur le vice-président. Pour plein de raisons, je ne vais pas vous exposer ici. On a mis en place un système qui s'appelle Parepour, qui accompagne des jeunes BTSA pendant 2 ans pour les préparer au concours d'ingénieurs. J'ai fait plein d'actions dans ma vie, et je peux vous dire que si je faisais le total, peut-être que je serais surpris par le nombre qui n'ont pas été efficientes, comme on disait tout à l'heure. Celle-ci, elle fonctionne bien parce qu'on a demandé aux établissements d'embarquer des BTSA dans cette préparation. On en a eu une 60aine. Il y en a 35 qui ont choisi de passer le concours pour entrer en école d'ingénieur après leur BTSA. Et on en a 20 qui ont été intégrés dans une école d'ingénieur, dont je ne sais plus, 12 ou 13, je ne sais pas si quelqu'un a les chiffres plus précis que moi. Donc ça, c'est le premier axe de l'AgroSmart Campus. Mais le deuxième qui vous concerne plus aujourd'hui, c'est vraiment renforcer les liens entre l'enseignement supérieur, l'enseignement technique et la recherche sur le thème des transitions. Pourquoi? Parce que alors moi, je suis un ancien directeur du technique, donc je sais la difficulté qu'on a à construire des partenariats avec l'enseignement supérieur et la recherche, y compris pour bénéficier parfois, sans que ça soit la recherche envoie quelque chose aux techniques, parce que ça ne fonctionne pas, qu'on puisse bénéficier des avancées de la recherche, parce que dans le domaine de l'agroécologie, par exemple, il y a plein de travaux qui existent. Le souci, c'est comment on les fait arriver dans les établissements et encore plus fort au niveau des jeunes eux-mêmes. Donc, on a créé cet AgroSmart Campus. Pour illustrer un petit peu ça, alors, il y avait la présidente d'INRAE Bourgogne-Franche-Comté, que vous connaissez tous, je pense, Madame Munier-Jolin, qui est très impliquée dans l'AgroSmart Campus. Et puis la directrice scientifique de mon établissement à Dijon, Hélène Poirier, qui aurait bien voulu être là, mais bon, les agendas, faut que ça ne s'est pas fait. Alors on les a interviewés
en leur posant la question. On va vous projeter, j'espère que ça va fonctionner, leur interview tout à l'heure. On les a interviewés en leur posant pas tellement de questions. Vous allez voir, c'est moi qui ai fait l'interview. C'est comment INRAE et l'Institut Agro-Dijon, parce que vous savez qu'on a des unités mixtes de recherche, contribuent à ces transitions agroécologiques. Et puis après, on vous passera une deuxième vidéo sur la plateforme Cassis, qui, il n'y a pas très longtemps, a fait l'objet d'un accueil. Alors, Cyril, tu as été un peu fort parce que les données, c'est pas facile. Lui, il a dit 130, moi, on m'a dit 110. On a dû en perdre une vingtaine au passage. Ouais. Alors, il y avait 110... ça nous a beaucoup intéressé. Il y a 110 BTSA. Pour la première fois, il y avait 15 enseignants. Enfin, ça fait toujours pas 130. Hein. Ouais, voilà. Mais enfin bon, on vous montrera. INRAE a fait un petit film sur cette plateforme. Pourquoi on vous le montre? Parce que ce sont des lieux où on peut se rencontrer et parler de l'agroécologie avec des jeunes en termes d'enseignement et en termes de recherche. Ça, c'est un point très intéressant parce que la recherche ne fera pas tout. Mais de toute façon, s'il n'y a pas une rencontre entre des gens qui cherchent et qui, contrairement à ce que disait le général de Gaulle, trouvent de temps en temps, et l'enseignement technique agricole, il y a quand même des choses qui ne se feront pas, alors que des fois, quand ça se rencontre, c'est pas mal, surtout quand on le fait avec des étudiants, avec des élèves et des étudiants. Voilà. On va vous projeter cette petite vidéo. Je vais m'enlever peut-être. Bonjour, bienvenue à l'Institut Agro-Dijon pour ce temps sur le thème des contributions d'INRAE de Bourgogne-Franche-Comté et de l'Institut Agro-Dijon aux transitions agroécologiques. Alors bonjour à Hélène et bonjour à Nathalie. Je vous laisserai vous présenter d'abord et après je vous poserai des questions. Donc, bonjour à toutes et tous, je suis Nathalie Munier-Jolin, la présidente du centre INRAE Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour, donc Hélène Poirier, je suis la directrice scientifique de l'Institut Agro-Dijon. Merci. Alors la première question qu'on va vous poser à toutes les deux, c'est quelles sont les grandes contributions, souvent conjointes à INRAE et à l'Institut Agro-Dijon, aux transitions agroécologiques. Je pose d'abord la question à Nathalie. Alors, le principal lieu de production de connaissances sur les transitions agroécologiques se fait bien sûr dans les unités mixtes de recherche que nous partageons avec l'Institut Agro. Ce sont l'UMR, donc unité mixte de recherche agroécologie, le Centre des sciences du goût et de l'alimentation, le Centre d'économie et de sociologie appliquée à l'agriculture et aux espaces ruraux, et l'UMR, procédés alimentaires et microbiologie. Pour INRAE, toutes ces UMR, elles sont profondément ancrés dans les 3 identifiants du centre INRAE Bourgogne-Franche-Comté. Ces 3 identifiants sont le premier, agroécologie, biodiversité, interaction biotique et système de culture. Donc ça, vous voyez, ce sont vraiment des questions de recherche qui sont au cœur de la transition agroécologique. Mais c'est aussi vrai pour le second identifiant qui est alimentation, goût, sensorialité, comportement alimentaire, puisque vraiment la transition agroécologique doit se penser de la fourche à la fourchette et de la fourchette à la fourche d'ailleurs aussi. Et puis le troisième qui est une approche d'économie, plus de sciences humaines et sociales, d'économie et de sociologie autour de la structuration et de la dynamique des territoires ruraux et périurbains. Merci Nathalie. Hélène, tes compléments. Oui, je vais faire des compléments. Donc, bien évidemment, comme l'a dit Nathalie, donc nous partageons des unités de recherche en commun et c'est vraiment un élément important de la recherche. Et il faut savoir que côté enseignement, nous sommes structurés en départements. Or, les départements et les unités de recherche ont plutôt des approches disciplinaires. Or, nous savons tous pertinemment à l'heure actuelle que pour répondre aux transitions, l'idéal, c'est de parvenir à faire de l'interdisciplinaire. Et donc, au niveau de l'Institut Agro-Dijon, nous avons identifié 5 axes thématiques qui associent formation et recherche. Donc, je vais vous les citer. Le premier donc, est un axe autour des territoires et de l'agriculture en transition. Le second, autour de l'alimentation, du goût, de la santé et de la durabilité. Le troisième porte sur les écosystèmes microbiens. Et le quatrième est autour de former et informer les acteurs des transitions. Et enfin, le cinquième est un axe sciences des données.
Bah, écoutez, merci déjà pour ces éléments à toutes les deux. La deuxième question que j'ai envie de vous poser, c'est quels sont les exemples concrets de travaux conduits en matière de transition agroécologique par INRAE et l'Institut Agro Dijon? Alors là, c'est une diversité tellement importante d'actions, de production de connaissances, d'expertise, d'appui aux politiques publiques que je ne vais pas tout vous détailler, mais on a plutôt choisi d'illustrer avec des travaux que l'on peut conduire avec les lycées agricoles. À titre d'exemple, en 2020, nous avons porté, INRAE Institut Agro, près d'une vingtaine de projets CASDAR qui associaient des lycées agricoles, alors pas que en Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi en France. Hélène, tu nous donnes un exemple ? Oui, bien sûr, Nathalie. L'exemple assez emblématique est le CASDAR Métabiosol, en fait, qui a pour objectif de comprendre l'impact des digestats de méthanisation sur la qualité des sols. Et donc, juste à titre d'exemple, de premier résultat, il semble qu'en fonction de la qualité des digestats, au bout de 3 ans, on a une modification de la physico-chimie des sols qui est significative. En revanche, on n'a pas de différence biologique avérée. Alors, il y a aussi d'autres instruments qui, à mon sens, sont très très utiles pour décloisonner, sont les réseaux mixtes technologiques ou les unités mixtes technologiques. Alors, les réseaux mixtes technologiques, ils ont vraiment pour but de rapprocher les acteurs de la recherche, de la formation et du développement sur des thématiques qui sont très diverses. Et par exemple, ici, en Bourgogne-Franche-Comté, INRAE et l'Institut Agro, nous participons à 5 RMT sur les adventices, sur les agro-équipements, sur les systèmes de culture innovants, sur l'animation des dynamiques territoriales et bien sûr sur la technologie fromagère, puisque nous avons une unité mixte technologique que nous partageons, nous INRAE, avec l'ENIL Bio. Ok, et ça veut dire que dans ces coopérations, c'est parfois des travaux de recherche, mais tu nous disais aussi tout à l'heure que ça peut être aussi des interventions des personnels d'INRAE dans les établissements. Oui, alors on peut avoir des interventions dans les établissements au travers de liens institutionnels, dans les conseils d'administration bien sûr, mais aussi certains de nos chercheurs et de nos ingénieurs interviennent dans les lycées agricoles en formation sur des domaines d'expertise extrêmement pointus. Je prendrai l'exemple de la reconnaissance des adventices, qui est quand même au cœur de la question de la transition agroécologique, où là, des chercheurs qui sont spécialistes de ces questions-là, spécialistes en botanique, vont pouvoir intervenir dans des lycées agricoles. Hélène. De même, au niveau de l'Institut Agro, nous intervenons dans les lycées agricoles et à titre d'exemple, il a été mis en place avec les élèves ingénieurs de l'école des ateliers autour des sciences des aliments, autour de la qualité des aliments, en particulier le lien alimentation-santé. Et ces ateliers ont été déployés dans le lycée de Semur-en-Auxois. Autre exemple, chaque année, en fait, nous allons à Plombières, au lycée de Plombières, en fait, pour réaliser des ateliers technologiques dédiés à nos élèves ingénieurs. D'accord. Ok. Donc là, on est sur le lien entre nos institutions, enfin INRAE et l'Institut Agro Dijon et les établissements d'enseignement technique agricole. Et comment les établissements ils peuvent s'en saisir davantage de ces possibilités de coopération? Comment peut-il faire? Alors effectivement, ça peut paraître assez compliqué parce que créer le lien entre la recherche et l'enseignement agricole, souvent c'est un peu casser des stéréotypes et apprendre à travailler ensemble. Et pour ça, il me semble que les infrastructures scientifiques sont un très bon support pour décloisonner, parce que c'est très opérationnel, c'est ancré sur une réalité de production ou de mise en œuvre de méthodes, et ça permet de faire circuler les connaissances. Alors, on peut imaginer cet ancrage sur les infrastructures autour de 3 axes. Le premier, c'est d'exploiter la complémentarité entre nos laboratoires de recherche et des lycées d'enseignement agricole, où on peut partager des outils. C'est ce qu'on fait par exemple à Poligny. Mais on peut aussi accompagner les changements. Et là, je peux donner une illustration qui est assez ancienne sur la question de la transition écologique, où à l'époque l'INRA et ses chercheurs ont accompagné la transition agroécologique sur une ferme de lycée agricole qui était la ferme de Tarbes-le-Bas. C'était il y a quasi 20 ans. Et on voit donc que c'est ancien.
Mais je pense qu'Hélène, Nathalie, vous avez puis-je rebondir sur Tarbes, puisque depuis une vingtaine d'années, en fait, l'Institut Agro-Dijon porte un programme emblématique, et, le programme que nous appelons Moutarde, qui a pour objectif en fait de réimplanter et de produire la moutarde localement. Et nous sommes accueillis et hébergés par le lycée de Tarbes. Et ce lycée nous permet également donc de produire, de faire des essais sur le terrain de moutarde. Et j'en profite pour les remercier bien chaleureusement. Écoutez, merci. Alors, ce que j'entends, c'est que ces coopérations-là sont faisables. Il faut trouver une porte d'entrée. Donc, comme à l'Institut Agro-Dijon, on a la mission d'appui à l'enseignement agricole. On peut être une bonne entrée pour vous dispatcher les choses. Mais on a aussi déjà un élément qu'on a développé beaucoup, d'ailleurs, avec la coopération d'INRAE et avec l'entrain de Nathalie, c'est l'AgroSmart Campus. Voilà. On vient de faire je crois que c'était le 28 septembre, la 3e journée sur la plateforme Cassis. Qu'est-ce que tu peux en dire, ça, de Nathalie? Alors, en 2 mots, la plateforme Cassis, je pense que maintenant, elle est bien connue en Bourgogne-Franche-Comté et même très au-delà. C'est une plateforme d'expérimentation en agroécologie qui est vraiment un outil de production de connaissances sur les transitions agroécologiques. Cette plateforme expérimente 4 systèmes différents, 2 avec travail du sol, 2 sans travail du sol, en 0 pesticide total. C'est un lieu finalement qui a été co-construit avec les acteurs du monde agricole, avec des acteurs de la formation aussi d'ailleurs, et qui permet d'expérimenter des systèmes en rupture qui ne pourraient pas être testés directement par les agriculteurs, tant la prise de risque est élevée financièrement et économiquement pour les agriculteurs. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Et cette plateforme, elle est faite pour donner à voir les transitions, la complexité de la mise en œuvre de ces transitions, donner à voir aussi ce qui marche et ce qui marche moins bien et quelles sont les pistes d'amélioration. Et pour ça, on est heureux, dans le cadre d'AgroSmart Campus, de faire découvrir cette plateforme aux étudiants de lycée agricole et à leurs enseignants, parce que pour eux, c'est un outil pédagogique pour faire découvrir ce que c'est que la transition agroécologique et aussi ce que sont les métiers associés à la recherche pour produire ces connaissances, des métiers qui sont tout à fait ouverts aux étudiants de BTS. Merci Nathalie. Et je rajouterai un point, c'est que ça peut être aussi un lieu de ressourcement pour les enseignants des lycées agricoles. Merci de penser au ressourcement. Hélène, toi, du côté Thierry. des coopérations avec les établissements d'enseignement agricole, il y a le côté recherche, puis il y a aussi le côté formation dont tu parlais tout à l'heure. Tout à fait. Voilà. Et je pense que dans l'identification des leviers pour répondre en transition, aujourd'hui j'ai envie d'en citer 2. Le premier, je pense qu'il faut qu'on continue à décloisonner le lien entre les lycées et les écoles d'ingénieurs comme l'Institut Agro-Dijon. Il faut vraiment qu'on continue à travailler là-dessus pour pouvoir œuvrer au service des transitions et aussi travailler ensemble sur l'attractivité de notre secteur. Ça me paraît fondamental. Je pense qu'il y a un autre point, c'est l'identification des compétences pour répondre aux transitions. C'est également, il y a déjà des travaux qui sont conduits, mais je pense qu'il faut également qu'on continue à œuvrer dans ce sens. Et je souhaite partager avec vous un point. On a identifié à l'heure actuelle qu'il y a des disciplines qu'on va appeler des disciplines rares. À titre d'exemple, c'est par exemple la science des sols, où on a des compétences dans nos unités de recherche, on a des enseignements dans les lycées et dans les écoles d'ingénieurs telles que l'Institut Agro-Dijon, mais elles ne sont pas suffisantes. Il faut vraiment qu'on poursuive et qu'on développe finalement ces formations pour l'avenir, parce que sans sol, je pense qu'on ne fait pas d'agroécologie et on ne réussira pas les transitions. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est une belle conclusion. Je vous remercie pour ce temps d'échange. Et puis, on rappelle que lorsqu'on a envie de coopérer avec les 2 établissements, il y a une porte d'entrée dans l'établissement qui est l'AgroSmart Campus. Mais bon, après, ça peut se faire par des contacts directs. Mais on peut servir à l'Institut Agro-Dijon de hub pour toutes ces demandes. Merci beaucoup et puis à la prochaine. Merci Thierry. Merci Thierry. Voilà le petit mot que voulaient dire mes collègues. Bon, alors elle a beaucoup, avant que je termine, je pense que
je vous ferai gagner du temps cet après-midi. Je rebondirai un peu parce qu'on a parlé beaucoup de la plateforme Cassis qui est utilisée, puisqu'on a des événements organisés par l'AgroSmart Campus. Je vous en donnerai tout à l'heure les limites, que d'ailleurs, je regarde dans la salle, l'une d'entre vous, une enseignante, nous a signalé tout à l'heure. Et puis comment on va, dans la suite de l'AgroSmart Campus, essayer de produire d'autres événements qui sont toujours dans cette volonté de lier autour du thème des transitions, les établissements d'enseignement technique agricole. Ah, vous avez vu que mes collègues, pour les maisons familiales ou d'autres établissements, ne le prenaient pas mal et disent toujours lycée. D'ailleurs, tout le monde dit lycée. Bien sûr, elles embarquent l'ensemble des établissements. Mais je vous montrerai un peu le programme qu'on est, puis je vous présenterai le nouvel animateur de l'AgroSmart Campus. Moi, ils ont considéré que j'étais trop vieux, donc il fallait maintenant un peu de jeunesse. Et je vous le présenterai tout à l'heure. Et quand on disait que, je vous dirai un petit mot là-dessus, la main vous est tendue par INRAE et l'Institut Agro pour coopérer autour de ces questions-là avec vos établissements, elles disent comme ça, mais quand vous avez vu, quand je leur demande avec qui on en parle, c'est pas évident de rentrer dans l'écosystème de l'INRAE, voire même de mon établissement, c'est pas évident. Mais comme on a l'AgroSmart Campus, vous le verrez tout à l'heure, il pourra répondre à vos questions si vous le voulez. Et puis après, ça peut devenir la porte d'entrée pour construire ces coopérations. Voilà, on va regarder la deuxième petite vidéo qui est beaucoup plus courte sur la plateforme agroécologique de Cassis et puis l'intérêt que ça peut avoir pour vos établissements. Alors la plateforme Cassis, c'est d'abord la volonté pour l'INRA de disposer d'une plateforme à des échelles supraparcellaires qui prend tout un domaine expérimental pour expérimenter des systèmes agroécologiques à grande échelle. Donc Cassis, c'est 125 hectares de grandes cultures qui sont dédiées à l'expérimentation en agroécologie. L'agroécologie telle que nous on la pratique à Dijon et qu'on l'étudie et qu'on l'expérimente, en fait c'est valoriser les services rendus par la biodiversité pour construire des systèmes qui soient plus durables. La plateforme Cassis résulte d'un long processus de co-construction entre l'UMR Agroécologie et l'UE Domaine de Bretonnière pour la conception de systèmes agroécologiques. Les principaux objectifs du dispositif Cassis sont de concevoir, mettre en œuvre et évaluer des systèmes agroécologiques. C'est aussi de profiter de ces différents systèmes agroécologiques pour sélectionner des plantes qui seront mieux adaptées à ces systèmes. Et c'est également produire des connaissances sur les différents processus impliqués dans ces systèmes agroécologiques. Ces systèmes agroécologiques sont en fait un ensemble de parcelles qui sont contiguës dans l'espace, qui sont menées selon un ou plusieurs systèmes de culture et qui sont bordées d'infrastructures paysagères qui ont vocation à rendre des services à l'intérieur de la parcelle. Et c'est une expérimentation construite comme un tout puisque ce qui est implanté dans les infrastructures paysagères et la manière dont on va les gérer se fait en cohérence avec la manière dont on va gérer les parcelles, tant en termes de rotation qu'en termes de pratiques agricoles. Donc Cassis est un dispositif vraiment original sur le réseau expérimental de l'INRA puisque finalement c'est un dispositif qui combine à la fois l'expérimentation analytique et l'expérimentation système sur une même parcelle cultivée. L'intérêt de ce dispositif, c'est de pouvoir tester les mêmes variétés par exemple, mais dans des contextes de systèmes de culture différents. Cassis, c'est 125 hectares qui, à partir de l'été 2018, vont passer en agroécologie, conduits sans pesticides et qui vont explorer deux grandes voies agricoles. Une première qui mobilise du travail du sol et notamment le labour, et une autre voie qui vise à supprimer le travail du sol, comme le semi-direct.
Elle est aussi collaborative dans sa construction, c'est-à-dire qu'on a mobilisé la profession agricole, des conseillers agricoles, des agriculteurs, d'agriculture biologique ou de semi-direct, pour concevoir les systèmes afin qu'ils soient le plus innovants possible, mais aussi qu'ils collent à la réalité agricole. On a la volonté d'associer différents partenaires du monde agricole et de la profession, donc en partageant régulièrement nos résultats à travers des visites, des tours de plaine, de manière à faire évoluer également nos systèmes agroécologiques. Alors le film il date un peu, ils disent qu'ils vont le mettre en agroécologie, c'était en 2018. Maintenant, pour ceux qui sont allés, je voulais faire un test, ceux qui sont allés sur la plateforme agroécologique, levez la main. Ah ben c'est bon, ils vont, voilà. Ah ben c'est bien, il y en a quand même. Ouais. Bon voilà, ça va rassurer la présidente d'INRAE, il paraît que ça coûte très très cher, y compris aux financeurs publics, je pense. Hein. Voilà. On voulait vous montrer ces exemples et puis un petit peu permettre à INRAE et puis à ma collègue directrice scientifique de montrer qu'il y a des choses qui se passent un peu partout autour de l'agroécologie, dans vos établissements, dans les nôtres forcément aussi, et que la construction en fin de compte, ce qui nous anime, c'est la construction d'un pont entre tout ça. Voilà. Et quand on parle de ça, ça a l'air évident, mais moi qui suis dedans, ça ne l'est pas tant que ça. Voilà. Il y a une nécessité de coopération, donc l'AgroSmart Campus est là pour ça. Je vous dirai qui vous représente dans cet AgroSmart Campus, donc comme ça vous pourrez les mobiliser. Je vais déjà vous présenter le nouvel animateur, qui est Étienne Gaujour, qui a pris la parole tout à l'heure, qui est enseignant-chercheur. Voilà. Donc Étienne, tu veux dire deux mots sur ce que tu es, ce que tu fais? Peut-être en quelques mots. Donc, je suis enseignant-chercheur à l'Institut Agro Dijon depuis 2011, en écologie et agroécologie. Voilà, donc des étudiants depuis 10 ans que j'ai devant moi avec des discours qui, il y a 10 ans, paraissaient aberrants, si j'en crois certains étudiants que j'ai revus quelques années après, et qui me disent finalement, ces idées-là n'étaient peut-être pas si déconnantes que ça. Merci. Elles ne sont pas de moi, hein, c'est des choses que j'ai fait, que j'ai appris aussi pendant ma thèse, avec une vision initiale qui était plutôt productiviste et piloter un système. Et puis, à force d'échanges et voilà, avec des collègues à l'INRA de Mirecourt notamment, où j'ai fait ma thèse, dans la plaine des Vosges, des échanges qui m'ont montré l'importance des ressources, l'importance de gérer ces ressources-là de façon pérenne et finalement d'adapter le système aux ressources qui sont en place plutôt que de faire l'inverse, puisqu'on en voit bien les limites, avec tout un corpus derrière d'activités pédagogiques potentielles. Et donc l'ambition, comme l'a dit Thierry, c'est que dans cet AgroSmart Campus, c'est certes faire ce lien qui a été évoqué par Hélène et puis par Nathalie Munier-Jolin, mais c'est aussi montrer à voir aux collègues de l'INRA l'ensemble des prouesses que vous faites, et j'utilise le terme prouesse volontairement, pour avoir fait plusieurs lycées agricoles et avoir vu ce qui s'y passait. Vous avez aussi des grandes innovations dans vos bahuts, dans vos unités expérimentales, dans les exploitations d'établissements. Et il me semble important de donner à voir ces innovations, ces expérimentations que vous faites aux collègues INRA qui, pour la plupart du temps, l'ignorent, y compris mes collègues enseignants-chercheurs, parce qu'on n'a pas ce lien. Alors on va de temps en temps sur les exploitations à proximité, mais à mon sens, pas assez. Donc voilà, une des ambitions, c'est aussi ça, c'est faire connaître ce que vous faites à la recherche. Voilà. Alors, je ne vais pas faire comme Martin sous vos applaudissements, mais c'est un enseignant-chercheur qui s'intéresse beaucoup à l'enseignement technique agricole, si vous voyez ce que je veux dire. C'est important de les encourager. Alors, pour l'AgroSmart Campus, quand même, on a aussi, alors vos représentants, je les nommerai, ils vont se reconnaître dans la salle, on a eu des critiques cette année quand même, un petit peu, et on va essayer de les lever. Alors bon, je passe sur le fait que l'AgroSmart Campus porte le dispositif par et pour. On vous repasse l'information. Si vous voulez inscrire de vos BTSA dans ces 2 années de préparation, on est en train d'ouvrir la 3e session et on a une personne qui s'occupe de ça à Dijon qui s'appelle Anne Roger. Et si vous faites agrosubdijon.fr, parce qu'on s'appelle toujours agrosubdijon dans les mails, vous pouvez encore inscrire de vos étudiants. Il y en a encore cette année, mais bon, ça n'a pas à voir avec ce qu'on est en train de discuter. Ce qu'on a prévu avec l'AgroSmart Campus, parce qu'on a eu une critique de quelqu'un qui est ici dans la salle, qui sourit,
il a trouvé que c'était un peu dijonais. C'est comme ça qu'il nous a dit ça. Voilà. Il est forcément d'un établissement qui est un peu plus loin et le vice-président était là. On a dit c'est un peu vrai, la plateforme Cassis, elle est à côté de Dijon. INRAE, la présidence, enfin le bâtiment central, ils ne sont pas que là, est à Dijon, etc. etc. Donc cette année, Étienne s'est engagé avec le directeur qu'on a vu ici de Cassis, d'aller faire des tours de plaine avec des étudiants et des professeurs sur les exploitations agricoles de lycées, d'établissements, qui voudront bien nous accueillir. Hein, on va pas... Et puis que les jeunes et les personnels des exploitations, ou les enseignants, tous ceux qui veulent, soient capables aussi de montrer ce qu'ils font pour en effet être dans les transitions, et que ça soit pas toujours dans le sens la recherche fait ça et vous allez le mettre en place, parce que souvent, et Étienne l'a dit au comité AgroSmart Campus, il est épaté, moi moins parce que j'en viens, il est épaté par ce qui peut être fait dans les exploitations agricoles des établissements et qui pourrait être sans doute mieux valorisé. Voilà, ça c'est la première chose qu'on va faire. La deuxième journée qu'on va faire, parce que vous savez qu'on a une grosse tension, on avait invité d'ailleurs la directrice opérationnelle du CMQ Goût Alimentation Tourisme au AgroSmart Campus, parce qu'on a une grosse tension sur les métiers agroalimentaires. Ça, je pense que... Alors, ne pensez pas que c'est que les niveaux CAP, Bac Pro, BTS, c'est aussi en école d'ingénieur, même si ça ne se ressent pas encore de la même façon, mais je peux dire que ça commence à nous inquiéter beaucoup. Donc on va, c'est bientôt d'ailleurs qu'on a une réunion à Poligny, à l'UMR, avec le directeur est là, pour travailler sur une journée qui est l'équivalent de ce qu'on fait à Cassis, d'accueillir des BTS et de les mettre en situation, de leur montrer ce que je disais tout à l'heure, de les mettre en expérience. On va essayer de le faire à l'UMR de Hurtal, elle s'appelle, à Poligny, pour qu'on mette les jeunes en situation et qu'on travaille cette histoire d'attractivité des... Voilà, on est toujours sur la logique de le mettre en expérience. Et puis, la dernière chose qui m'est venue aujourd'hui, on s'est fait alpaguer par une de vos collègues ici qui nous a dit « c'est bien joli, Cassis, mais on n'a pas vu d'animaux ». Ah, c'est vrai que ça, c'est un débat qu'il y a dans l'agroécologie, je trouve, qui est assez intéressant. Où sont les pratiques agroécologiques autour de l'élevage, en sachant qu'il y a beaucoup d'exploitations, d'établissements d'enseignement technique agricole qui ont de l'élevage. Voilà. Donc on a bien entendu la remarque, et quand j'entendais tout à l'heure, on en a parlé avec Étienne, là, on pourrait faire l'équivalent de ce qu'on fait sur Cassis au niveau des productions végétales, c'est intéressant. On pourrait le faire sur une exploitation qui met en place des méthodes d'agroécologique assez poussées pour l'élevage. Et quand on entendait notre collègue de Levier tout à l'heure, ça pourrait très bien être dans un établissement comme ça, mais ça peut être dans n'importe quel établissement qui nous montrerait que c'est intéressant. On pourrait emmener des bacs pro, des BTS, etc. Donc les candidatures, Étienne est prêt à les recevoir, en sachant que la DGR nous a doté d'un budget pour faire fonctionner l'AgroSmart Campus, et que bien sûr, il n'est pas question que quand vous accueillez des jeunes dans vos établissements pour une journée, on prend en charge le coût de ces fonctionnements. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, vous êtes représenté dans l'AgroSmart Campus, pour vous le sachiez, pour les maisons familiales par Philippe Fayolle, qui était là ce matin, par Madame Girardot-Ponsard, qui est ici, pour le CNEAP dans l'AgroSmart Campus. Vous êtes représenté par Pierre Martin, qui est ici le directeur de Montmoreau pour l'établissement d'enseignement agricole public, et par Fabienne Martin, qui... Pierre m'a bien demandé de le rappeler, n'est pas du tout de sa famille, qui est directrice de Besançon. Voilà, ils représentent maintenant la nouvelle marque de l'enseignement agricole public de Bourgogne-Franche-Comté, les campus du vivant, si j'ai bien vu la presse. Voilà, alors n'hésitez pas à les mobiliser. Je vous le dis, on nous a souvent, moi par exemple, parce que je suis un ancien du technique et je travaille dans le SUP, on nous a souvent reproché, et on continue, qu'on est dans notre monde, vous dans le vôtre, et la recherche dans un autre monde. L'AgroSmart Campus, il est fait pour qu'on porte collectivement des projets qui justement décloisonnent ça au service des transitions agroécologiques. C'est important. Je finis en disant que je sais que ce n'est pas toujours facile. Hein. J'ai des directeurs qui me regardent avec des yeux là, en disant « Oui, nous on a demandé une coopération, on ne l'a pas eu ». Ça c'est sûr. Je sais que ce n'est pas toujours simple d'identifier les partenaires d'INRAE, de mon établissement, voire de les joindre. Des fois c'est tout simplement ça. On vous répète, Étienne Gaujour, @agrosubdijon.fr, ou moi, enfin, je ne vais pas vous dire mon mail, vous avez vu mon nom, vous nous envoyez un mail, on fera tout ce qu'on peut pour construire ces coopérations, parce que moi j'y crois, pas en termes d'intérêt, de coopération, mais aussi en termes d'efficacité. Voilà. Alors j'ai écrit sur mon papier, il y a des coopérations qui fonctionnent, 100% des gagnants ont tenté leur chance.
C'est vrai que c'est pas... Mais il faut jouer, il faut provoquer la chance. Voilà. Votre thème, les transitions agroécologiques, est évidemment stratégique. Comme le dit notre directeur général, il l'a dit, l'enseignement et de la recherche, à un séminaire des directeurs d'enseignement agricole public, je crois que c'était la semaine dernière, Benoît Bonnemé, il a dit les enjeux du réchauffement climatique, de l'agroécologique, de renouvellement des générations, tout ce que vous avez dit, Madame la vice-présidente, il a dit sont tels que seul un travail d'équipe peut permettre d'y répondre. Nous, c'est ce qu'on veut essayer de faire avec l'AgroSmart Campus. Voilà, merci. Je peux répondre à des questions si vous voulez. Merci Thierry. Je peux peut-être rester, rester peut-être au pupitre. Monsieur. Alors, vous m'avez dit Monsieur James. Redites-nous votre... Alors, Thierry James Faker, coordination rurale Bourgogne-Franche-Comté. Moi, j'ai juste deux petites questions. Vous avez parlé de casser un peu les murs entre les différents enseignements. Et moi, ma question, c'est comment est-ce que vous communiquez les résultats de vos recherches vis-à-vis des professionnels en place actuellement? Et est-ce que vous avez aussi des co-expérimentations qui se font directement avec des professionnels? Parce que moi, j'ai été surpris du fait qu'il y a des gens, moi, il y a des exploitants dans mon syndicat qui font des expériences dans leur coin, à leurs frais et tout seul. Mais bon, finalement, souvent, ils ne les diffusent pas beaucoup parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui se font dans ce sens-là? Alors, des co-expérimentations avec des agriculteurs, peut-être dans le développement, ce qu'on appelle la partie par recherche, mais la partie développement, il y en a. Mais pour répondre à votre question sur comment sont publiés les résultats, c'est bien le problème, c'est que les enseignants, chercheurs et les chercheurs, ils publient leurs travaux. Ils publient les travaux selon des chemins que je ne vais pas vous expliquer ici, parce que ça serait... Mais ça s'intéresse... C'est au sein de la communauté scientifique que ça circule beaucoup. Par contre... En France, il y a la recherche, mais il y a aussi tout l'appareil de développement. Les chambres d'agriculture, notamment, qui sont en charge du développement, au sens du conseil, etc. Il y a des instituts techniques comme Arvalis, qui disposent de ces recherches-là. Voilà. Et je pense que ça fonctionne plutôt bien du côté de la diffusion vis-à-vis des chambres d'agriculture, etc. Par contre, nous, notre objet, c'est de travailler sur le lien entre les différentes composantes de l'enseignement et la recherche. Je ne réponds pas à votre question parce que ça serait un peu long. Sur l'histoire des co-expérimentations, alors ça, c'est dur parce que quelqu'un qui fait une expérimentation dans son coin, pour un chercheur ou un enseignant-chercheur, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être intéressante. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on va voir dans les lycées agricoles quand on va faire ce qu'on appelle le tour des exploitations agricoles. Mais vous savez qu'une expérimentation, pour qu'elle soit diffusable, il faut qu'elle ait suivi un cahier, des exigences méthodologiques scientifiques, de randomisation, etc. etc. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, mais c'est quand même des choses qui, du point de vue des chercheurs, des enseignants-chercheurs, sont pas du tout... c'est difficile de vulgariser des choses qui ont été faites, comme vous le dites, dans un coin. La seule façon de construire des co-expérimentations, c'est de travailler avec les chambres d'agriculture à travers ce qu'on appelle, alors on n'a pas dit comment ça s'appelait tout à l'heure, les cases d'art, par exemple, où là, c'est peut-être plus facile d'embarquer des professionnels. Enfin, c'est pas que c'est possible, les chambres d'agriculture sont très présentes, mais c'est pas une... Il y a une exigence de recherche derrière une expérimentation qui n'est pas toujours... comment dire ça, en ligne avec quelqu'un qui fait quelque chose dans son coin. Ça ne veut pas dire que c'est bien, hein, mais c'est un peu comme ça. Il y a quand même une garantie scientifique à avoir qui est lourde, hein, quand même. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, mais alors je pense que vous ne me reconnaissez pas, mais quand on est en créa, on est assis l'un à côté de l'autre. Hein. Voilà. On en reparlera la prochaine fois. Merci Thierry. Peut-être Étienne, d'abord excuse-moi tout à l'heure, je ne t'avais pas reconnu, mais... Voilà, si tu veux ajouter quelque chose. En fin de compte, il n'est pas si jeune que ça, il ne l'a pas reconnu. Juste un complément en termes de diffusion. Si on reprend le cas de Cassis et de pas mal d'unités expérimentales INRA ou installations expérimentales INRA, elles font régulièrement des portes ouvertes. Elles essaient d'ouvrir leurs portes pour communiquer alors aux agriculteurs du secteur. Évidemment, hein, c'est toujours délicat d'avoir la connaissance de la porte ouverte de l'INRA quand on est à Montmoreau, quand on est de très loin. Mais de plus en plus, l'INRA va se mettre de plus en plus au service, alors peut-être pas au service, mais va communiquer auprès des agriculteurs qui veulent servir en ouvrant leurs portes. Et là, vous l'avez bien vu, c'est qu'en termes de co-expérimentation, l'expérimentation Cassis,
c'est une expérimentation système, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de répétition, contrairement à plein d'autres expés. On le fait une fois et on l'étudie sur 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et ça pose des soucis d'ailleurs pour les collègues qui veulent publier, parce que comme il n'y a pas de répétition, est-ce que c'est lié au hasard ou est-ce que c'est vrai? Bon. Donc c'était pour ça aussi que l'INRA faisait très peu d'expérimentation système. Ça a débuté sur Lusignan et sur Mirecourt notamment. Et ce qu'il faut voir, c'est que ces expérimentations-là sont très souvent co-construites avec les agriculteurs. Donc c'est aussi des idées des agriculteurs qui viennent co-construire l'expérimentation qui sont mises en expé ici. Donc expérimentation agri, soit déjà mise en place plus ou moins bien, avec plus ou moins d'échecs ou de réussites, ou des choses qui sont dans leur tête et qu'ils n'ont jamais eu le temps, les moyens de tester. Donc les deux existent. Voilà, on va peut-être pas trop... Ah, pardon. 2 interventions. Alors, Madame la vice-présidente, et puis ensuite... Oui, rapidement, merci pour la présentation et tout ce que vous avez pu partager. Deux points. Le premier concernant l'attractivité des métiers. Le campus des métiers des qualifications alimentation goût tourisme a impulsé un concept avec la voie des talents. C'est on va dire un événement de la fourche à la fourchette qui permet... qui présente les métiers d'une façon ludique et pédagogique, l'ensemble des métiers, de la fourche à la fourchette. Et voilà, ça fonctionne plutôt bien. On l'a modélisé, on l'a dupliqué d'ailleurs avec les industries de santé là, la semaine dernière. Donc ça, c'est un concept qui a vocation en tout cas à être modélisé dans les différents territoires de la région. Deuxième point, c'est une question en fait béotienne, certes. Quand on voit tout ce qui se fait quand même dans les territoires, dans notre région, dans d'autres régions, quels sont, selon vous, les 2 leviers principaux qui permettraient de changer d'échelle et d'opérer ce point de bascule pour qu'on aille vers un modèle effectivement durable et qui réponde aux enjeux qu'on a partagés et précisés depuis tout à l'heure? J'ai l'impression que les deux, hein. Ouais. J'ai l'impression que je ne vais pas avoir la moyenne. Je ne vous remercie pas, Madame la vice-présidente. Et non, mais c'est une question. Je pense que j'en ai un peu parlé quand même. Le levier, c'est le premier levier. C'est l'expérience de quelqu'un qui en a un petit peu quand même. Le premier, peut-être le recteur, il pourra confirmer ça. Dans le milieu de l'enseignement, comme dans le milieu de la recherche, comme dans tous les milieux, de plus en plus, ce qu'on montre, c'est qu'il faut absolument, la voie des talents, c'est ça aussi, hein, il faut absolument mettre les gens qu'on veut accompagner vers les transitions en expérience. Voilà. Les jeunes d'aujourd'hui, moi déjà, je faisais mine d'écouter quand j'avais 20 ans. Les jeunes d'aujourd'hui, ils changent, ou les moins jeunes, ils changent quand on les met en expérience. Voilà. Alors ça, pour moi, c'est un premier levier. Le deuxième levier, c'est que, vous l'avez dit, il y a plein de choses, et comme disait encore un illustre personnage, en ce moment, dans l'agroécologie, comme dans beaucoup de sujets, dans l'agroécologie, dans les transitions, c'est peut-être le trop-plein qui est plus à voir que le vide. Et que pour les acteurs des établissements, nous, on est des équipes, hein, on est beaucoup. Hein, quand je vous disais qu'il y a une mission d'appui à l'enseignement agricole entre Montpellier, Dijon, Rennes, Angers, etc., on est 160, je crois. Voilà. Quand on rencontre les gens dans les établissements, ils ne nous parlent pas de manque d'outils pour les accompagner, etc. Ils nous parlent d'un manque de lisibilité de ce qu'il y a. Voilà, il nous parle d'un trop-plein plutôt. Il y a plein de choses, par quel bout on peut prendre le problème. Donc je pense que les 2 leviers, c'est ça. Hein. C'est absolument c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Se concentrer sur la mise en expérience des acteurs qui ont en charge la vie, hein, leur métier, etc. Et ne plus être dans les discours, etc. Et le deuxième, c'est qu'on a sans doute, nous, les acteurs qui accompagnent ces changements-là, à mettre de la visibilité, de la lisibilité dans ce qu'on va faire. C'est d'ailleurs ce que nous a demandé le DGR, nous, le directeur général de l'enseignement et de la recherche, par rapport à toutes les actions d'appui qu'on peut faire pour les établissements. Voilà. Alors, il y a le troisième, il y a des représentants de la profession. Quand j'étais directeur, mon président de conseil d'administration, qui était président de la Chambre régionale d'agriculture, m'avait dit qu'est-ce que tu peux dire à la session de la Chambre d'agriculture sur qu'est-ce qu'il faut pour que vous remplissiez vos formations agricoles. J'avais beaucoup de bac pro, de BTS, etc. La plupart du temps, on répond du point de vue de son dispositif de formation. Moi, je lui ai répondu pour qu'on recrute des agriculteurs et qu'ils fassent un métier
qui soient dans les transitions, etc., il faut qu'ils aient un niveau de revenus suffisant, il faut qu'ils aient des conditions de travail suffisantes. Je pense qu'aujourd'hui, enfin suffisantes, normales, je pense qu'aujourd'hui c'est un sacré levier aussi. On ne peut pas promettre à des acteurs d'aller dans les transitions s'ils n'ont pas une assurance que ça ne leur permettra pas de vivre dignement économiquement et en plus en termes de conditions de travail. Voilà. Donc j'en ai donné 3, hein, c'est pour... Alors il y avait une intervention au deuxième rang de M. Guillot qui voulait prendre la parole, mais... J'ai obtenu la réponse à la question pratiquement. Bon, sur la question de la non prise en compte des essais à caractère individuel, c'est parfaitement logique. Par contre, en tant qu'organisme de recherche, vous êtes connecté aux programmes expérimentaux de la profession. Je parle de l'exemple de la ferme de Jalogny, par exemple, ici, qui élabore voilà, tout un protocole et qui s'est constitué et restructuré pour élaborer des références, on va dire, cohérentes, et ce serait navrant que ce ne soit pas connecté avec des dispositifs qui fonctionnent à l'échelon régional et qui se côtoient sans se causer, quoi. Si, mais moi je suis sûr, à travers les instituts techniques notamment, Institut de l'élevage, Arvalis, etc., tout ça est connecté. Peut-être pas suffisamment bien, mais c'est connecté. Je pose la question simplement. Voilà. Oui, non, mais je pense que la connexion. Alors, est-ce qu'elle est suffisante? Je ne peux pas vous le dire. Vous participez, par exemple, au comité de pilotage de ces structures-là? Non? Ah, celle-là, particulièrement. Okay. Pas nous de Dijon, où est la ferme dont vous parlez. Tout est perfectible. Non. INRAE, je pense, ouais. Oui, bah, excusez-moi, je ne veux pas vous... Oui, on a encore... Juste une petite question. En fait, vous avez rappelé la jeunesse d'AgroSmart Campus, donc c'est bien avec mon prédécesseur. Est-ce que ce type d'expérience dont on a vu les résultats là et les effets et qui sont plus que positifs, est-ce que ce type d'expérience a été mis en place dans d'autres régions? Est-ce qu'il y a moyen de mutualiser entre régions? Non, c'est encore plus simple que ça, Madame la directrice régionale. C'est que comme la DGR a considéré que cet exemple-là était intéressant, on nous a demandé de le développer dans toutes les régions où est installé l'Institut Agro. C'est-à-dire, on est en train de le développer en Occitanie, en Pays de Loire et en Bretagne. Et le DGR, la dernière fois qu'on l'a vu, il a dit ça serait bien que ça soit dans toutes les régions. Mais bon, après, on ne peut pas se... T'as envie d'aller dans toutes les régions? Non. Mais oui, si, on y pense. Mais c'est un dispositif qui intéresse beaucoup le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Ouais. Ça paraît banal, mais la rencontre entre ces acteurs-là est importante. Oui, le président... Non, simplement, mais vous avez répondu presque à mes deux questions là. Donc la question du revenu que vous avez bien dit tout à l'heure, à un moment donné, on emmènera les gens sur des renouvellements, sur des changements d'activité que si au niveau de revenu ça passe. Et l'autre point qui a été coupé, c'est la ferme de Jalogny dont je voulais parler, la ferme expérimentale. C'est quasiment la seule ferme élevage expérimentale qu'on a dans l'est de la France aujourd'hui, qui était une ferme qui appartenait à la Chambre d'agriculture de Seine-et-Loire, mais aujourd'hui qui a changé de statut avec d'autres acteurs et qui s'est très élargi sur la recherche. Je crois qu'il serait utile d'un rapprochement d'AgroSmart Campus et de Jalogny. Je crois qu'on aurait un peu bouclé la boucle dans cette histoire-là et ce serait intéressant. T'as entendu? Il a reçu l'ordre. Alors, c'est la toute dernière intervention, Étienne. Juste un élément par rapport à ce que disait donc la vice-présidente. Peut-être un autre élément, un levier, c'est qu'elle citait un modèle durable. Je pense qu'il ne faut plus partir sur des modèles. On a vu depuis 60 ans qu'un modèle, un modèle unique ne fonctionne pas. Donc c'est plutôt maintenir une diversité de façons de faire qui sera propre au système de valeurs du paysan. Et je dis bien paysan avec tout le respect qu'il y a derrière, celui qui fait le pays, son système de valeurs et son milieu. Parce que tant qu'on n'aura pas caractérisé les ressources dont il dispose, on ne sera pas en mesure de mettre les systèmes qui sont en adéquation avec ces mesures-là. Donc ça sera une diversité de systèmes, à mon sens. C'est un enseignant-chercheur, on va être obligé de couper. Merci. Excusez-nous, on vous a peut-être un peu consommé de temps. Mais une dizaine de minutes, mais c'était très intéressant. D'accord. Voilà, donc Étienne est là. Si vous avez besoin de coopérer, vous avez envie, il est là. Bon, allez, merci pour votre écoute. Vous. Enfin, merci beaucoup. Et je maintiens qu'on a beaucoup de chance de vous, même si c'est à Dijon et vous n'êtes pas partout dans la région, on a beaucoup de chance de vous avoir. Et cette proximité entre la recherche, l'enseignement et puis l'appui à l'enseignement agricole, je pense que c'est quelque chose d'assez unique dans notre système de formation. On arrive maintenant à notre avant-dernière séquence, avant la conclusion de... Pardon.
Oui, allons-y, vu comme ça a été amené. Je ne voudrais pas que monsieur le recteur d'académie s'en aille avant nous avoir livré son propos. C'est juste une minute. Bonjour à tous, donc je suis Fiona Cloy des Jeunes Agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté. Simplement pour revenir un peu sur tout ce qui s'est dit cet après-midi, je voulais quand même amener le travail qui est fait avec les jeunes agriculteurs. Donc c'est un PUI, un partenariat européen d'innovation. Et on travaille déjà avec l'enseignement agricole, donc CFPPA de Montmoreau, REPAFEB, CNEAP et MEFER de Vercelles. Et en fait, je voulais simplement vous inviter à rejoindre aussi le partenariat pour travailler en fait avec les enseignants sur le fait d'apporter le changement climatique dans l'enseignement, réfléchir ensemble à ce qui est à mettre en place dans les exploitations pour inviter les jeunes, les futurs installés, les jeunes agriculteurs, à penser à avoir une réflexion sur le changement climatique. Et ça passe par l'enseignement, c'est pour ça qu'on a aussi Educagri Édition avec nous. Voilà, simplement. Merci. Merci à vous, je pense que votre intervention était nécessaire.